tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire le débrief de cette 19e étape de la Vuelta. Je m'excuse déjà pour le retard pour la mise en ligne de cette vidéo, mais j'enregistre, il est 21h10, donc forcément elle ne peut pas être en ligne entre 21h et 22h, mais je m'excuse encore pour cette mise en ligne. Ouais, il y a 2-3 trucs qui ne sont pas bien déroulés en fin de soirée niveau organisation, donc ça a été un petit peu le bordel. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo paralympique aujourd'hui. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée, le grand résumé, coureur top, flop comme d'habitude, et puis les différents classements pour finir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Des super thanks, ça c'est si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail. Et puis vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, et bien plus la vidéo est mise en avant. Et forcément, elle peut attirer un nouveau public, ce qui me permet de me soutenir. Bon, cette étape numéro 19, ce fameux dernier week-end, on savait qu'il allait se passer des choses. On pensait pas qu'il allait... Enfin, je pensais pas qu'on aurait beaucoup de bouleversements hier. Aujourd'hui, je me disais... J'avais un peu changé mon fusil d'épaule. J'ai même oublié de changer le texte de la partie stratégie hier, parce qu'en fait, j'avais changé mon fusil d'épaule. J'étais passé de 2 courses en une course entre leaders. C'est pour ça que je mettais que des leaders au final dans mes favoris, mais j'avais oublié de changer le texte. Et en plus, comme j'étais pas fatigué, voilà, je suis passé complètement à côté de cette petite bêtise que j'ai dite hier. Mais pour moi, ouais, c'était plutôt une course entre leaders. Et je pense qu'il y avait véritablement une envie de certains coureurs de faire la différence, mais qui a été contrée par les velléités aujourd'hui de la Red Bull Bora, qui a fait, il faut bien le dire, un sacré boulot dans le final. Du côté de cette étape numéro 19, eh bien, déjà une première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de non-partants ce matin. Les 139 coureurs qui étaient arrivés la veille étaient au départ de cette étape numéro 19. Mais par contre, pas mal de problèmes mécaniques dans le départ fictif, qui sera même allongé de 5 km ce départ fictif, pas mal de crevaisons, notamment Rafferty, Carapaz qui sera obligé de changer 2-3 trucs. C'était peut-être déjà le début de la mauvaise journée pour Richard Carapaz. Après 3 km, à 165 km de l'arrivée, première attaque avec Thomas de Rennes et Sepúlveda. C'est avec Thomas de Rennes qui cherche, pourquoi pas, à bien conclure quand même sa carrière avec cette Vuelta, mais là ça n'a pas marché. Sepúlveda n'arrivant pas à prendre la bonne échappée, même s'il était rejoint par Chian, Emreise et Laenze. Ces hommes-là sont repris 1 km après. On a aussi quelques attaques, surtout un gros groupe à 155 km de l'arrivée avec notamment Marc Solé, peut-être pour aller prendre des points au classement de la montagne, même si c'est aujourd'hui, c'était peut-être pas forcément l'étape idéale pour ça. Demain, ça sera plus intéressant. Ce groupe-là est repris. Ensuite, on a une attaque à 146 km de l'arrivée avec Reisberg, l'Israélien, qu'on n'avait pas vu depuis le début de la course, comment il s'est montré avec Monique et Garnalek, mais aussi ce groupe est repris. Et puis après, derrière, attaque de Plancart, juste après, et qui rattaquera une deuxième fois à 139 km de l'arrivée pour créer la bonne échappée du jour, avec Plancart, Vito Braet, Milosevic, qui est en fin de contrat, je rappelle, le coureur croate, c'est peut-être pour ça qu'on le voit beaucoup en échappée, et rejoint par Del Toro et Petit dans un deuxième temps. Donc vous avez un contre de Sepúlveda à 129 km de l'arrivée, mais c'est déjà trop tard, car à 125 km de l'arrivée, ce groupe numéro 1 à 2 minutes 40 d'avance sur le peloton et 1 minute 20 sur Sepúlveda, qui n'arrivera jamais à revenir et qui est repris à 112 km de l'arrivée. Entre-temps, à 117 km de l'arrivée, chute de Jevan, ça nous avait presque manqué, une chute du coureur australien. Bah ouais, toujours des lacunes au niveau de son niveau technique sur un vélo. Alors l'écart max sera aux alentours de 5 minutes 30, mais très vite on comprend que la Red Bull Bora a coché cette étape, parce que ça roule fort. Beaucoup de coureurs roulent, notamment Gomper, Nico Dent, qui vont faire un sacré travail, déjà pour éviter qu'il y ait un autre contre qui arrive à sortir, et également pour éviter que cette échappée prenne trop d'avance. Au Puerto de Pradilla, c'est Milosevic qui passe en tête. Et à 68 km de l'arrivée, nous avons une cassure dans le peloton. Et Sabka, ce n'est pas
dans le premier peloton avec les autres favoris. Il est dans un deuxième groupe, mais tout cela va rentrer dans l'ordre à 62 km de l'arrivée. Il y aura malgré tout une chute de Jacha Söderling, le coureur allemand de la Bahreïn, qu'on a aussi assez peu vu, il faut bien le dire, pendant ces 3 semaines de course. À 50 km de l'arrivée, il n'y a plus que 4 hommes à l'avant. Vito Braet est lâché, et au sprint intermédiaire à 14 km de l'arrivée, c'est Plancard qui passe en tête. Pas mal d'attaques dans l'échappée, un petit peu avec l'énergie du désespoir, alors que derrière Labora accélère et fait extrêmement mal au coureur. Et à 8 km 800, c'est Del Toro qui a repris. Labora accélère et on sent bien qu'il va y avoir une attaque. C'est compliqué pour Ben O'Connor, c'est compliqué également pour Carapaz et pour Enric Mas. Et c'est Gaudu même qui va faire l'effort pour rentrer à un moment. Et le coureur qui va sortir, c'est Roglic à 5 km 100 de l'arrivée, suivi un petit peu après par Gaudu, mais qui n'arrivera jamais à revenir sur le Slovène. On aura bien des tentatives de Enric Mas et de Carapaz, mais qui n'arriveront jamais à reprendre du temps. Et à la fin, Roglic fait la bonne opération du jour. Il s'impose en haut de cette étape, comme en 2020, mais avec un écart beaucoup plus important sur Carapaz, qui lui fait la mauvaise opération du jour. Et à l'inverse, Kelmose, Gaudu sont plutôt les grands gagnants de cette journée. On regarde tout de suite la note de cette étape. J'ai mis un 12 sur 20. Au final, c'est une course de côte, mais on s'attendait à ce que ça soit une course de côte. J'ai bien aimé le travail qu'a fait la Red Bull Bora Hans Grohe. Après, bon, c'est pas forcément les étapes les plus intéressantes de l'année cycliste 2024, il faut pas se mentir, mais on ne pouvait pas non plus s'attendre à beaucoup mieux, donc je dirais que j'en ai pour mon argent, quoi. Voilà, je suis pas déçu de cette journée, donc c'est pour ça que j'ai mis un 12 sur 20, parce que c'est pas exceptionnel, mais bon, on ne pouvait pas avoir non plus quelque chose d'exceptionnel, donc c'est l'élève moyen, vous savez, c'est l'élève moyen qui a un trieur au lycée, mais qui est moyen dans toutes les matières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une matière où il est bon, il est moyen partout. Il fait tout le travail, il le rend en temps et en heure, voire des fois il le rend en avance, mais c'est pas pour ça que ça lui permet d'avoir des meilleures notes. Voilà, il est tout le temps moyen. Voilà, c'est l'élève moyen, l'élève qu'on voit pas. Eh bien, c'est cette étape. Voilà, c'est l'élève moyen. Voilà, c'est l'élève moyen qui fait pas de vague, qui est pas exceptionnel. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs top, Roglic. Il avait misé sur cette étape. On voit quand même sur cette Vuelta que ses arrivées sèches, c'est là où il a fait les plus gros écarts, Roglic. Les 2 étapes où on a eu vraiment des situations, même déjà les 3 étapes, on a eu vraiment des situations avec plutôt des arrivées sèches avec des pourcentages. Ça lui a réussi parce qu'à chaque fois il a gagné. Ces 3 victoires sont sur des étapes de ce type-là, avec un Roglic qui a été supérieur à ses adversaires à ces moments-là de course, peut-être parce que Carapaz vieillit, Skelmose encore un petit peu tendre, et surtout en début de course ça a été compliqué. Skelmose, Gaudu qui est pas mal mais qui lui aussi a commencé piano, et puis surtout là il faut saluer aujourd'hui déjà la forme de Roglic, qui va quand même rentrer dans l'histoire, Roglic avec cette Vuelta. Au niveau de l'histoire du cyclisme, parce que ça va être un moment important, Primoz Roglic, avec cette 4e Vuelta, j'en avais une de trop, 15 victoires d'étape sur la Vuelta, Primoz Roglic, ouais, c'est assez dingue. Mais quand vous regardez le palmarès de Roglic, il est dingue ce palmarès quand même, parce que 87 victoires pour un mec qui n'est pas sprinter. Il gagne donc 3 Vuelta, 1 Giro, il manque que le Tour de France, mais il a quand même 3 victoires d'étape sur le Tour de France. Il a des victoires sur les 3 grands tours, les Jeux Olympiques du chrono, Liège-Bastogne-Liège en 2020, Paris-Nice 2022, Tour de Romandie à 2 reprises, Dauphiné à 2 reprises, Tour du Pays Basque à 2 reprises, Tirreno à 2 reprises. Dans ces 87 victoires, il n'y a quand même pas grand chose à jeter. Il lui manque un Tour de France aujourd'hui, Roglic. Mais bon, il y en a d'autres qui n'ont jamais réussi à aller choper le Tour de France dans leur carrière. Et puis surtout, ça serait une belle récompense pour sa formation. C'est quand même un coureur qui a eu un début de saison compliqué. Il fait partie des coureurs qui ont été pris dans les chutes, notamment autour du Pays Basque. Il est revenu que sur le Dauphiné. C'est vrai que son Tour de France,
pas simple, son Tour de France. Même, de toute façon, il n'aurait pas pu aller le gagner, celui-là, hein, il faut bien être raisonnable. Mais c'est vrai que son abandon à Pau, qui pour moi est dû à un mauvais placement dans le peloton. Et sur cette Vuelta, il n'était peut-être pas à 100% de ses capacités, peut-être à 95% de ses capacités, mais un 95% de Roglic, ça reste du lourd. Et face à une opposition où il n'y avait pas les deux gros ogres, ça fait aussi la différence. Mais Roglic, il est juste un tour en dessous des ogres, mais ça reste quand même un sacré coureur, Roglic. Et puis encore une fois, avec un gros palmarès, c'est un renard des surfaces en plus sur les arrivées au sommet. Hein. C'est quand même un mec qui est capable de gagner énormément de courses dans ces situations-là. Donc bravo Roglic, et puis bravo aussi la Red Bull Borans-Grohe, parce que, alors certes Roglic, il fallait pas se rater aujourd'hui, vu le travail qu'avaient fait ses équipiers, mais chapeau le travail quand même de cette formation. Gamper et Dance sur le plat, en journée pour contrôler, pour éviter que l'échappée soit trop importante. Lipovic qui a fait une super journée, qui s'est quand même un peu sacrifié du côté du classement du meilleur jeune. On a vu aussi beaucoup Vlasov, Martinez qui ont fait un énorme travail, et puis Roger Adria qui fait aussi du bon boulot depuis le début de course. Et puis Giovanni Aleotti finit très bien, je trouve, cette Vuelta. Autant sur les premiers jours de course c'était pas exceptionnel, autant il finit bien. Et puis Roger Adria, on l'a quand même beaucoup vu en tant qu'équipier. Ça a été un homme majeur dans l'effectif de la Red Bull Borans-Grohe. Bon, demain, il n'a pas encore totalement gagné cette Vuelta, il faut quand même passer encore la journée de demain du côté de Roglic, mais bon, on voit très bien que là maintenant il va falloir quand même une sacrée défaillance, hein. Il faudrait qu'il perde 5 minutes demain pour vraiment ne pas pouvoir gagner la Vuelta, parce que je rappelle, la dernière étape c'est un chrono, donc c'est aussi dans ses cordes. Par rapport à Carapaz, Mas ou O'Connor. Enfin, O'Connor n'est pas le plus mauvais dans ce domaine-là. Mais par rapport à Roglic, il est derrière. Donc ça va forcément être un désavantage. Et c'est là où il faudra faire attention à ces coureurs-là. Enfin, il faudra faire attention à ces coureurs-là, mais Roglic, voilà, ça sera déjà mort. Hein. C'est-à-dire, si vous avez 1 minute 30 de retard sur lui demain, ou 1 minute, c'est déjà mort. Vous ne reprendrez pas une monite sur Roglic sur 24 bornes. Donc, il faudra se rendre à l'évidence. Deuxième coureur top, Gaudu. Oui, il fait partie des revenants, hein, Gaudu. Il a commencé piano, il finit très fort. Il finit quand même très très fort, David Gaudu. Non, mais c'est vrai que je trouve que là, il suit quand même au départ. C'est le seul qui a réussi à attaquer un moment. Derrière, il laisse Carapaz et Mas derrière lui, ce qui est quand même pas déconnant quand on voit la Vuelta qu'il réalise. Et puis, ça fait du bien, parce que moi, j'avais un peu peur qu'il soit perdu pour les classements généraux, Gaudu. Parce que, bon, on en avait parlé un petit peu pendant le Tour de France. Mais c'est vrai que moi je me disais, j'avais dit, il va falloir se réveiller pour David Gaudu, parce que là ça fait depuis 1 an et demi qu'il n'est pas au niveau, qui doit être le sien et qui doit être celui d'un leader d'une équipe de World Tour. J'avais dit, si ça continue, ça va commencer à être compliqué. On lui a fait confiance. Le fait de ne pas avoir mis des millions d'euros sur Lenny Martinez, ce qui aurait pu être un objectif pour un Groupama FDJ, ça veut dire qu'on lui a fait confiance. Et bien sûr, cette Vuelta, il montre que Marc Madiot a eu raison de lui faire confiance, et ça va lui faire énormément de bien mentalement. Mais je pense qu'il arrive à être performant sur cette Vuelta parce qu'il n'a pas la pression. Contrairement à un Tour de France, il a beaucoup moins la pression, et je pense que ça a été pour lui aussi un facteur de réussite. Là, ça fait depuis 2-3 jours qu'on lui parle de général, mais jusqu'à maintenant, on ne lui parlait pas vraiment du classement général. Il n'a pas une pression de résultat qu'il a sur un Tour de France, ce qui est normal d'avoir la pression de résultat sur un Tour de France. C'est un coureur français dans une équipe française. Forcément, la pression est décuplée, mais c'est vrai qu'en réalité, je pense que ça doit lui faire le plus grand bien à Coco. Et ça se voit dans l'attitude. Encore une fois, je vous le disais, mais il est très avenant en interview. Il pratique assez peu la langue de bois. Et ça, c'est pas habituel chez David Gaudu. Donc ça montre qu'il est en forme. Ça va peut-être faire réfléchir la Groupama
sur quelle course envoyer l'année prochaine. Est-ce qu'il ne faut pas mieux lui faire un doublé Giro Vuelta et mettre d'autres coureurs sur le Tour de France? Pourquoi pas miser sur Paul Penwet, par exemple, du côté des sprints? Alors après, il faudra voir la configuration de la course. Pourquoi pas miser sur un Romain Grégoire ou je ne sais pas sur quelle pépite française peut-être qu'il nous trouvera, mais peut-être miser sur un Guillaume Martin, par exemple, plus sur le Tour de France. Mais pour moi, oui, David Gaudu, j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise sur d'autres courses que le Tour de France, donc il faudra y réfléchir du côté de Marc Madiot et peut-être réfléchir à un doublé de Giro Tour qui pourrait être un objectif intéressant du côté de David Gaudu la saison prochaine du côté du coureur breton. Henrik Mas, c'est le deuxième homme en montagne en termes de régularité sur cette Vuelta. C'est le deuxième homme en montagne, mais Roglic était une chouille plus fort. Je pense pas qu'il y avait une différence qui était énorme. L'écart au général sera peut-être bien plus important que le véritable écart de niveau entre le coureur espagnol et Primoz Roglic. Là aussi, du côté d'Henrik Mas, il avait tout misé sur cette Vuelta. Ça va faire un résultat pour la Movistar. Bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé un petit peu plus de folie, mais il a quand même tenté des choses, Henrik Mas, sur cette Vuelta, peut-être plus même que d'habitude, mais il va faire encore deuxième. C'est ça qui est terrible, Henrik Mas. Une victoire, ça change tout dans un palmarès. Et là, on le voit avec Henrik Mas. Certains me reprochent de parler souvent des victoires. Ouais, mais une victoire, c'est un peu au-dessus d'une deuxième ou d'une troisième place. C'est au-dessus d'un top 5. Parce que là, vous voyez, typiquement, Henrik Mas, on ne le considère pas comme un Roglic, on ne le considère même pas comme un Carapaz, parce qu'il manque cette victoire dans un grand tour. La deuxième place ne suffit pas. Et ce qui est terrible avec Henrik Mas, c'est que pour le moment, il n'y a que des deuxièmes places. Ce qui fait qu'il est un peu sous-considéré, je pense, dans le monde du cyclisme, parce que c'est pas un mauvais coureur, Henrik Mas. Son passage chez Movistar est extrêmement réussi. Je trouve que depuis qu'il est chez Movistar, il fait vraiment des très très bonnes choses. Mais voilà, ça va être sa deuxième place. Pareil que Roglic, mais sur les deuxièmes places. Et c'est un mec qui gagne pas tant que ça, parce qu'il a que 6 victoires dans son palmarès. Donc là, par exemple, il a qu'une victoire d'étape sur la Vuelta, qu'une victoire d'étape sur le Tour du Pays Basque, par exemple. Et surtout, là je regardais, deuxième du Tour de Lombardie aussi, derrière Pogacar. C'est un mec qui fait souvent deux. Et en plus, ses victoires, c'est pas des gros trucs, quoi. Quand vous regardez ses victoires, Pays Basque, Vuelta, 3 Tours de Gandhi, il y a le Giro dell'Emilia en 2022. Il n'a pas gagné depuis 2022, quasiment 2 ans de disette. Mais ça reste un bon coureur qui a commencé dans la Fondation Contador. Après, il a été à Klein Constantia pour rejoindre ensuite la Quick Step, qui était l'équipe réserve de la Quick Step, Klein Constantia, pour ensuite aller chez Deceuninck chez Deceuninck Quick Step, chez Quick Step et ensuite aller chez Movistar. Mais non, ça reste un très bon coureur, mais il lui manque pas grand chose, quoi. Cette Vuelta, 4 deuxième place, ça montre un gros tour de réussite. Il faut savoir qu'il n'a jamais même abandonné la Vuelta. Première participation 71e, 2018 il est deuxième, 2020 il est cinquième, 2021 il est deuxième, 2022 il est deuxième, 2023 il est sixième. Donc là il va refaire potentiellement deuxième. Sur le Tour de France il a déjà fait cinquième en 2020 du côté de son palmarès, même si c'est une course qui lui a moins réussi avec 2 abandons. Il n'a jamais fait le Giro, par exemple. C'est peut-être un objectif l'année prochaine, de tenter de faire le Giro pour Henrik Mas. Mais oui, ça reste un des bons grimpeurs. Aujourd'hui, il fait une belle étape. Il reprend du temps sur Carapaz, il reprend du temps sur Ben O'Connor, mais même s'il fait là pour le moment, il est 3ème du général, mais bon, l'écart avec Ben O'Connor est pas si énorme que ça. Il y a 34 secondes. Vu les poignées de temps que perd Ben O'Connor, ça risque d'être compliqué. Et puis demain, il y aura peut-être un contre-coup du fait d'avoir été maillot rouge pendant 15 jours quasiment, je crois, de maillot rouge pour Ben O'Connor. Donc il y aura peut-être un contre-coup.
Mais ouais, Enric Mas, c'est un palmarès de Poulidor, un petit peu, du côté du coureur espagnol. Et puis je termine avec Sciel Moseux. On parlait des revenants, Gaudu est un revenant, Sciel Moseux aussi, il était très loin au niveau du classement du maillot blanc. Et là ce soir, il est maillot blanc. Alors certes, le butin est maigre au niveau du classement du maillot blanc. Il y a encore une sacrée bagarre à venir, parce qu'il n'y a que 8 secondes avec Carlos Rodriguez. Mais il finit très fort cette Vuelta et je pense qu'il aura des regrets parce qu'il est arrivé avec trop peu de jours de course. On est sur une Vuelta. Alors je sais bien que ça peut être une aide de faire un peu comme la Chris Horner, c'est-à-dire d'arriver avec peu de jours de course et de finir fort. Mais il y a quand même, je pense, un minimum. Je pense qu'il a pas assez couru à certaines périodes de l'année. Et c'est ce qui lui a manqué en début de Vuelta, parce qu'ensuite il monte vraiment en puissance. Aujourd'hui, il est juste derrière Gaudu. Donc ça veut dire qu'il fait une très très belle étape. Il finit vraiment sur les talons de David Gaudu. Mais il lui en a manqué un petit peu. Sciel Moseux en début de course, ça lui coûte cher. Malgré tout, s'il remporte le maillot blanc, ça sera un très beau résultat pour lui. Et puis il a montré qu'il pouvait tenir 3 semaines de course. Moi, c'était mon doute avec Sciel Moseux. Il a montré qu'il pouvait être quand même plutôt régulier sur 3 semaines de course. Et là, sur les 2 dernières semaines, il fait vraiment du bon boulot, Mathias Sciel-Moseux. Donc on verra maintenant ce que ça donnera du côté du Danois sur la suite de sa saison. Normalement, pas de chrono championnat d'Europe, parce que c'est vrai que les championnats d'Europe, c'est dès mercredi. Tout s'enchaîne. Mais il sera présent au championnat du monde, normalement, Sciel-Moseux. Du côté de la Suisse, ces championnats d'Europe, il pourrait faire partie des prétendants, des outsiders, Sciel-Moseux, sur un parcours comme ça. Mais bon, les Danois ont quand même un vivier qui va faire que ça va être une équipe quand même difficile à battre, parce que je ne sais pas si le parcours est suffisamment dur pour lâcher un Mats Pedersen, par exemple. Si Mats Pedersen participe à cette épreuve. Sciel-Moseux, il arrive avec il est à seulement 50 jours de course. C'est-à-dire qu'il est arrivé en début de Vuelta, il avait 35, c'était pas assez. Il n'a pas assez couru, je pense. Et je pense qu'il aurait fallu qu'il qu'il fasse une course par étape, genre Burgos. Il n'a pas fait ni Burgos ni Arctic Race. Il fallait qu'il fasse une course à ce moment-là de l'année. Parce que je pense que ça lui a manqué au niveau remise en route. Et en fait, au mois de juin, il a fait Tour de Suisse, il arrête le 16 juin, il fait 3ème de la course. Ensuite, il fait championnat du Danemark du chrono, championnat du Danemark sur route, Jeux Olympiques chrono, Jeux Olympiques sur route. Mais qui sont des courses sur circuit, des courses avec des formats atypiques. Il ne fait pas des courses, on va dire, classiques. Je pense que ça, c'est ce qui lui a manqué en termes de rythme sur le début de cette épreuve de 3 semaines. Allez, on regarde tout de suite les bonnes d'âne. Les bonnes d'âne du jour. Je commence avec Carapaz. Je m'attendais à mieux de Richard Carapaz aujourd'hui. On parlait il y a quelques jours du Tour d'Espagne un peu en dents de scie quand même de Roglic. Carapaz était un petit peu pareil aussi. Il y a eu des étapes où il a été très bon. Puis il y a eu des journées où il était beaucoup plus en retrait. Je trouve qu'il a eu du mal sur toutes ses arrivées sèches, ses montées sèches. Alors qu'avant c'était quand même un domaine, le punch qui marchait bien du côté de Carapaz. Mais j'ai l'impression que maintenant c'est plus sur l'endurance qu'il est efficace que véritablement sur une montée sèche. Il faut qu'il y ait un enchaînement de cols pour qu'il soit véritablement efficace, Carapaz. Et c'est ce qui a manqué aujourd'hui, c'est ce qui avait manqué aussi en fait, à chaque fois que Roglic a gagné une étape, quasiment c'est des journées où il a perdu beaucoup de temps, Carapaz. Ça a été l'inverse de Roglic sur cette Vuelta. C'est dommage parce que là il se retrouve même pour demain. Enfin, encore une fois, il faut que Roglic s'écroule et qu'en plus, je rappelle qu'il y a toujours Ben O'Connor et qu'il y a Gaudu derrière. C'est vrai que moi, à la place de Carapaz, je commencerai déjà à regarder derrière plus que devant, parce que je pense que le podium va pas être si facile que ça à aller récupérer. Déjà parce qu'il faut encore reprendre du temps sur Ben O'Connor, et parce que Ben O'Connor, David Gaudu sont meilleurs que toi au contre-la-montre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il fallait réussir à reprendre du temps sur ces coureurs-là, et il en a perdu. Il perd quand même 1 minute sur cette journée, donc voilà, ça a été difficile. Mais si vous regardez bien sa Vuelta, c'est vrai que sur les montées sèches,
Ça a été plus compliqué. J'avais pas le souvenir qu'avant c'était un domaine où il était en difficulté. Des montées ultra sèches. Après, c'est peut-être aussi le temps qui passe. Hein. Carapaz, il a 35 balais, un truc comme ça. Donc, il est plus si jeune que ça. Et c'est vrai que peut-être que sur l'explosivité, il en a peut-être un petit peu perdu. Et sur ces montées-là sèches, il faut être en capacité de monter très haut dans les tours au niveau cardiaque et avoir de l'explosivité pour réussir à faire des attaques. Et là, c'est peut-être ce qui lui a manqué. Deuxième bonnet d'âne, quand même Ben O'Connor. Chapeau pour les 15 jours en maillot rouge. Chapeau pour avoir osé attaquer. Bon, voilà. Ça, c'est super du côté de Ben O'Connor. Mais c'est vrai que sur cette Vuelta en haute montagne, il faut quand même le dire, ce n'était pas le premier homme. Il n'était pas dans le top 3 et pour moi, il n'était même pas dans le top 5 des meilleurs grimpeurs. Là, c'est un petit peu là où le bas blesse. Parce que c'est vrai qu'on pourra lui dire quand même, tu avais 5 minutes d'avance et tu n'as pas réussi à les conserver. Et tu vas peut-être même finir avec 3 ou 4 minutes de retard demain, voire même plus par rapport à un Roglic. Alors que tu avais peut-être fait le plus dur en prenant ces 4 minutes 50 là. Oui, mais après, Ben O'Connor a du mal à finir ses grands tours parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il souffre vraiment. Le dernier kilo est très compliqué pour lui, mais en même temps, sur le Giro, il finit pas très bien non plus. Hein. C'est surprenant parce qu'il a été très bon sur les courses d'une semaine. On l'a vu à son avantage vraiment sur ces épreuves-là. Et sur 3 semaines, ça a été plus compliqué. J'avais pas l'impression qu'il y avait de telles différences avant du côté de Ben O'Connor entre les courses par étape d'une semaine et les courses de 3 semaines. Mais là, cette année, je trouve que ça a été quand même flagrant parce que cette Vuelta, même s'il finit dans le top 5, elle est un peu mi-figue, mi-raisin quand même au final. Sur cette Vuelta, certes, il est maillot rouge, mais ça ne doit pas enlever de sa tête qu'en montagne, il n'a jamais été en mesure de rivaliser avec les meilleurs. Il n'a jamais eu cette capacité-là de rivaliser avec les top meilleurs. Il en a manqué un petit peu et qu'il a perdu donc 5 minutes quand même, plus de 5 minutes par rapport à un Primož Roglic qui pourtant a eu parfois des moments de moins bien par rapport à Henrik Mas, par rapport à Carapaz. Voilà, il a perdu du temps par rapport à tout le monde. Et ça, c'est vrai que c'est un peu la déception. Alors maintenant, demain, il y aura un objectif podium. Mais bon, ça va pas être facile, déjà par rapport à Mas et Carapaz. Et puis il faudra voir s'il n'y a pas un contre-coup, parce qu'encore une fois, comme je le disais il y a quelques jours, quand on perd le maillot rouge, après parfois c'est compliqué de se remettre dedans et demander notamment à Thomas Voeckler qui avait vécu un contre-la-montre pas évident après l'étape de l'Alpe d'Huez il y a une dizaine d'années, 15 ans même bientôt, de cet événement-là. Donc oui, parce que ça fait bientôt 10 ans qu'il a arrêté au final, Thomas Voeckler. C'est 2017, je crois, la dernière année de Thomas Voeckler. Donc il faudra voir comment ça se passe du côté de Ben O'Connor. Et puis je termine avec Adam Yates. Moi, je dirais que c'est un bilan global pour Adam Yates déjà. J'ai pas compris sa Vuelta. J'ai pas compris sa Vuelta parce que bon, il jouait le général en début de course. Bon, il jouait le général, déjà, il y avait Almeida. Bon. Après, il faisait lieutenant d'Almeida, mais chez UAE, on a eu l'impression que personne n'a fait lieutenant pour personne, que tout le monde courait un petit peu pour sa pomme. C'est ça que dès le premier jour, on avait l'impression quand même que dès les premières étapes compliquées, que tout le monde courait pour sa pomme. Je me souviens même d'un commentaire, je crois dans la fameuse étape donc 4, je crois l'arrivée au sommet, la première arrivée en bosse, où bon, moi je dis du côté du UAE c'est pas mal, je trouve que Sivakov a été impressionnant, notamment. Et où je dis Almeida n'a pas perdu de temps, ce qui est assez rare sur ce type de montée la sèche. Et on me dit dans les commentaires, oui, mais j'ai eu l'impression quand même que personne s'est sacrifié pour l'autre. À la fin, on a la confirmation, personne s'est sacrifié pour personne. Enfin, et je trouve que l'exemple typique, c'est Adam Yates. C'est-à-dire, Adam Yates, on nous dit du départ, il ne joue pas le général. Bon, ensuite, vous avez cette fameuse étape du deuxième samedi de compétition, où UAE est nulle part, où le premier général c'est Del Toro qui est 17 ou 18e au général. Le lendemain, il fait une super étape le dimanche, il gagne en zone démonstration, voilà, il arrive à revenir dans le match, il revient 7e au général. Moi je m'attendais à ce qu'on dise à ce moment-là, on mise tout sur Adam Yates. Sauf que au moment de la journée de repos, et je crois même c'est l'interview du lendemain
matin de la journée de repos, donc au départ de l'étape numéro 10, Adam Yates dit non mais moi je joue pas le général, j'ai pas les capacités pour jouer le général. Voilà. Bon ok d'accord, tu décides de pas jouer le général. Dans ce cas-là, tu t'accroches pas en haute montagne avec les favoris, tu perds du temps volontairement. Sauf qu'au final, Adam Yates n'a jamais perdu du temps volontairement. Il n'a jamais perdu du temps, il s'est toujours accroché avec les meilleurs. Ce qui fait qu'au général, bah, il est un peu à une place de con, parce qu'il est 12e. Il est encore trop proche au général pour pouvoir partir en échappée, et ce qui fait qu'il n'a pas pu prendre des victoires d'étape de cette manière-là, il n'a pas pu collectionner les victoires d'étape de cette manière-là, et en même temps, il est trop loin pour qu'on dise « Oh, c'est un classement général intéressant ». Non. Surtout connaissant Adam Yates, qui est capable de faire mieux, qui a déjà fait podium, notamment d'un Tour de France. Donc, ouais, je trouve que la Vuelta, encore une fois, je n'ai pas compris la Vuelta d'Adam Yates à partir du moment où je ne comprends pas pourquoi il n'a pas perdu du temps volontairement. Et puis, on peut parler aussi du classement de la montagne. Là aussi, c'est assez incompréhensible, parce que quand Adam Yates remporte l'étape numéro 9, il se retrouve à avoir 22 points au classement du maillot à pois et se retrouve en tête. Vous vous souvenez, hein, quand il a la combinaison intégrale. Donc moi je me dis à ce moment-là, bon, s'il ne joue pas le général, bah, ce classement-là annexe, voilà, un maillot distinctif, ça peut être intéressant. Sauf qu'au final, Adam Yates, bah, il est resté bloqué à 22 points. Il a toujours que 22 points. Il n'a pas pris un point en montagne depuis cette 9e étape. Et à l'inverse, tu as une bagarre entre Marc Soler et Jay Vine. Alors, même une bagarre, au départ, c'était Van Aert qui avait réussi à faire la différence par rapport à Jay Vine, mais maintenant, tu as une bagarre entre les deux. C'est-à-dire que Marc Soler a un point de plus que Jay Vine. Oui, sauf qu'à ce petit jeu-là, Pablo Castrillo est toujours dans le match. Même un Primoz Roglic est toujours dans le match. Ça serait quand même con de perdre le maillot à pois bleu la veille de l'arrivée, parce que vous vous êtes partagé les points entre coéquipiers. Parce que c'est vrai que UAE dans ce classement-là, Sivakov est 14e avec 16 points, Del Toro a 7 points, il est 22e. C'est rare d'avoir quand même la moitié de l'équipe qui est représentée au niveau du classement de la montagne. Et puis Almeida, il devait avoir des points. Il a disparu désormais, mais Almeida devait avoir quelques points du côté de ce maillot. Donc je trouve ça assez extraordinaire quand même. Même vraiment extraordinaire. Du côté de ce classement, du côté du maillot à pois, parce que je pensais qu'UAE allait courir quand même vraiment différemment du côté de ce classement-là. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Les différents classements, on commence avec l'étape remportée par Primoz Roglic, devant donc David Gaudu, Skelmose 3e, hein, les revenants, hein, comme je les appelle, qui ont été bons, Enric Mas, Landa, Carlos Rodriguez, Dunbar, Sepkus et Carapaz, qui perd donc 1 minute 03 aujourd'hui. Carapaz sur cette journée finit juste devant Lipovic et Riccitello. Du côté des derniers coureurs, eh bien, il faut savoir que tout le monde a terminé cette étape, et c'est Patrick Gamper et Nico Denz, les deux coureurs de la Red Bull Bora, qui terminent au niveau du classement de cette étape. Du côté du général, c'est toujours Roglic qui est en tête, mais désormais, enfin c'est désormais Roglic même, oui, qui est en tête, puisque Ben O'Connor avait toujours 5 secondes d'avance. Il a désormais 1,54 d'avance sur Ben O'Connor, Enric Mas à 2,20 et 2,54 pour Carapaz. Autant vous dire que, à part grosse défaillance demain, c'est bien embarqué, hein, et même grosse défaillance, parce qu'encore une fois, il va gagner 2 minutes peut-être sur des Mas et des Carapaz sur le chrono. 2 minutes, ça veut dire qu'il faut reprendre quasiment 5 minutes pour Carapaz, donc il faut vraiment une grosse défaillance dans le Picon Blanco, et même avant le Picon Blanco pour réussir à reprendre ce temps, donc ça me semble compliqué. David Gaudu, toujours en embuscade, alors toujours sous la menace de Skelmose, parce qu'il n'y a que 14 secondes d'écart pour le top 5, et en même temps, devant, il n'est pas très loin, il est à 1,40 d'un Carapaz. Donc il y a ce côté-là où, oui, Skelmose est pas très loin, mais Carapaz est pas loin non plus, Enric Mas aussi, donc il faudra voir demain. Mais s'il veut être sur le podium, il faudra faire des efforts et une grosse attaque demain. Deuxième français, Sivakov, 10e, juste devant Sepkus et Adam Yates, du côté de ce classement général. Et puis la lanterne rouge pour le moment, c'est toujours Tina Berman, mais il n'y a plus que 2 minutes d'écart avec Hidde Schelling, qui a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Et puis
Camille Gradec également qui est 3 minutes devant, donc lui qui avait une avance dans ce classement dans le Lanterne Rouge de quasiment un quart d'heure à un moment, eh bien ça s'est bien réduit. Du côté du maillot vert, toujours Caden Gross devant. Désormais c'est Max Poul, deuxième, devant Pablo Castrillo, Primoz Roglic et Pavel Bittner, mais vous voyez que ce classement est extrêmement serré. Et qui risque de se passer encore des choses demain, mais pour Bittner ça risque d'être compliqué. Par contre pour Max Poul ça peut être pas mal. Du côté du classement de la montagne, c'est Marc Solé qui est en tête, mais là aussi il n'y a qu'un point d'avance sur Jevan. Castrillo est toujours en embuscade à 20 points, et on retrouve ensuite Roglic et Zana. Du côté du maillot blanc, Skiel Mose en tête devant Carlos Rodriguez, mais là aussi ça ne se joue à pas grand chose, 8 secondes. Et puis Lipovic toujours en embuscade à 1,08, donc il va y avoir un gros match du côté de ce maillot blanc demain, du côté de cette journée. Puis du côté du classement par équipe, UAE, Red Bull, Decathlon aux 3 premières places, la Visma et Groupama ensuite qui suivent, et c'est toujours Alpecin qui est la dernière formation dans ce classement. Nous on se retrouve demain 7h pour la présentation d'une nouvelle étape, et puis bien entendu 21h pour le débrief normalement pour le débrief de l'étape du Picon Blanco. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et ciao ciao sur la meilleure production.